Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'info sur RTI1. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale affichent leur satisfaction devant les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet d'amélioration de la mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire. À 18 mois de son échéance, le projet qui est mis en œuvre dans 6 régions administratives du pays devrait délivrer gratuitement 54 000 certificats fonciers. Ils sont un peu plus de 35 000 candidats frappés aux portes de l'École nationale de police et depuis ce dimanche, les épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a visité quelques centres de composition dans le district d'Abidjan. Il faut garantir aux citoyens un service public continu et de qualité. 212 commissaires de justice ont été formés en qualité de greffiers ad hoc à l'Institut national de la formation judiciaire de Yamoussoukro. Ils ont prêté serment. Merci de regarder RTI1. Le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale, en abrégé PAMOFOR, est en route. Il vient d'être examiné par une mission de la Banque mondiale qui renseigne qu'il se porte bien à 18 mois de son échéance. Rappelons qu'il a été financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Les précisions de Dangui Dangui. Après avoir parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, où elle a visité des parcelles, rencontré les autorités locales et participé à des remises de certificats fonciers, la mission de la Banque mondiale a présenté ses conclusions sur l'état d'avancement du PAMOFOR au cabinet du Premier ministre, en présence de toutes les structures de l'État impliquées dans la prise en charge des questions foncières. Questions, observations et contributions, les échanges qui s'en sont suivis ont montré que le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais la Banque mondiale est optimiste. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction en ce qui concerne ce projet, vu sa complexité, vu surtout l'agenda qu'il essaie d'appuyer auprès du gouvernement, qui est l'agenda foncier ici en Côte d'Ivoire. Nous avons vu tout de suite au cours de la présentation que les fondamentaux sont sur place. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans un domaine aussi complexe que celui du foncier. La production de documents fonciers est inférieure aux prévisions, à environ 18 mois de la fin du projet. Par exemple, 9 206 certificats fonciers ont été édités pour un objectif de 16 023, soit un taux de réalisation de 57%. Le gouvernement veut lever les contraintes. Les outils sont en place et une démonstration nous a été faite que l'usager peut lui-même suivre le développement et le déroulement du processus de sa requête pour avoir le certificat foncier sur sa parcelle. Et c'est un élément de gouvernance important, de traçabilité et d'efficacité de notre administration qu'il faut approfondir et accélérer. Il y a certes quelques questions qui restent à régler, notamment le cadre réglementaire qu'il faut approfondir pour permettre donc d'aller encore plus vite et plus loin. La Banque mondiale finance le projet PAMOFOR à hauteur de 50 millions de dollars américains, soit environ 30 milliards de francs CFA. C'est à ce titre qu'une mission de cette institution financière est venue examiner la performance de ce projet et veiller à l'atteinte des objectifs. Aux États-Unis, les ministres de l'Union africaine en charge des questions du genre et de la condition féminine se sont rencontrés à New York. Sur l'impact du réchauffement climatique, ils ont décidé de parler d'une seule et même voix, la femme étant la principale victime de ce dérèglement climatique. Amy Sissoko. Mettre les femmes au cœur du plaidoyer sur le changement climatique. C'est l'objectif de cette rencontre tenue en marge de la CSW66 à New York. Elle réunit les ministres en charge des questions du genre et de la condition féminine de l'Union africaine, ambassadeurs, experts et membres de la société civile. Évoquée ici, la question du leadership des femmes dans l'atténuation de l'impact du réchauffement climatique et la construction d'un climat de paix. Une initiative du réseau des femmes leaders en Afrique qui vise à consolider la position africaine.
Nous avons la chance d'avoir des femmes dans des responsabilités très importantes, à la fois au niveau dans le domaine de l'environnement et aussi au niveau des différentes instances nationales et internationales. Le Maroc, il préside maintenant l'Assemblée générale de l'environnement au niveau des Nations Unies. C'est une grande opportunité qui va nous permettre aussi de fédérer nos efforts pour que la voix des femmes soit audible. Des interventions qui mettent en lumière la nécessité du partage d'expériences, des bonnes pratiques, des solutions innovantes. Souligner ici la mise en place de points focaux genre et climat. Surtout, le renforcement des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour un changement efficient de la condition de la femme. Les femmes sont les plus affectées par le changement climatique, non seulement sur l'aspect de leur santé, de leur participation, mais aussi leur autonomisation économique. Alors comment est-ce que les solutions innovantes qui ont été trouvées et qui sont en train d'être mises en place peuvent se localiser, mais également se vulgariser au niveau du continent africain? Le changement climatique, c'est les femmes aussi qui, par leur habitude quotidienne, détruisent les forêts. Donc nous avons obligation d'impliquer les femmes, d'abord pour les sensibiliser contre la déforestation et puis les sensibiliser aussi contre l'utilisation de tout ce qu'il y a comme foyer amélioré et autres pour réduire l'avancée du désert. S'il y a des résolutions, il faut penser donc à l'application de ces résolutions-là et que ça ne soit pas des résolutions en plus qu'on va ranger dans des tiroirs. Les ministres en charge du genre et de la femme des États membres de la CEDEAO ont ensuite fait le point des progrès réalisés dans le contexte du changement climatique. La présidente du CNDH et la conseillère du CESEC représentaient la ministre Nassene Touré à cette rencontre. Elles ont débuté sur l'ensemble du territoire national la session 2021 des épreuves écrites du concours d'entrée à la police nationale va se dérouler sur 2 jours, 48 heures au cours desquelles 35 742 candidats seront évalués. Et ce dimanche, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est allé s'assurer du bon déroulement des compositions dans le district d'Abidjan. C'est un compte-rendu d'Abou Sanogo. Le lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody et le collège moderne de l'autoroute dans la commune de Treichville sont les 2 centres de composition visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé. L'un accueille les candidats au concours direct et l'autre centre aux candidats professionnels. En sillonnant les salles de composition, il s'agissait pour Wagondo Diomandé de s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours d'entrée à la police nationale session 2021. J'ai vu des jeunes gens concentrés, décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils aspirent pour certains à entrer dans le corps de la police et pour d'autres à passer au grade supérieur. Cela est rassurant et va dans le sens que nous avons toujours recherché, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre, qui veulent que nos forces de sécurité soient des forces de sécurité efficaces, proches des populations. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a affirmé que le gouvernement a pris des dispositions pour cette professionnalisation et plus particulièrement le renforcement de l'effectif national. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un policier pour environ 800 habitants. C'est ce ratio-là que nous devons améliorer. C'est la raison pour laquelle nous allons faire en sorte que les recrutements puissent être augmentés en nombre. Il est important qu'on améliore les infrastructures d'accueil pour la formation de ces policiers. Nous avons ouvert l'école de police de Korogo. Nous allons bientôt poser la première pierre du centre de perfectionnement à Yamoussoukro. Et après, nous aurons une 4e école de police à l'Est. Cette année, ce sont au total 35 742 candidats qui sont aptes à concourir pour l'édition 2021. Et je vous disais en ouverture de cette édition, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'engage à assurer la continuité d'un service public de qualité. À son initiative, plus de 200 commissaires de justice ont été formés en qualité de commissaires ad hoc. Le commissaire de justice qui était de sortie à Yamoussoukro. Le témoignage de Kader Sogodogo.
212 commissaires de justice accèdent au grade de greffier ad hoc après une formation. Ils prêteront ainsi main forte aux différents tribunaux du pays pour une administration judiciaire plus efficace. Nous repartons heureux, monsieur le garde des Sceaux, et satisfaits de la formation de qualité que nous avons reçue. Aussi, formulons-nous humblement le souhait de voir réitérer ultérieurement d'autres initiatives de même genre, afin que celle-ci ne soit la première d'une série de formations continues au fin de renforcement de nos capacités opérationnelles. Cette formation est la volonté du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile. Elle va permettre à son administration de répondre à toutes les attentes des usagers. Cette initiative vise à permettre aux membres de ce nouveau corps qui se sont vus attribuer les fonctions de greffier ad hoc d'acquérir les aptitudes professionnelles adéquates, le savoir-faire et le savoir-être. Je relève avec satisfaction, au regard du rapport scientifique dressé au terme de cette session de formation et des différentes interventions des participants, que l'IFEJ accomplit les attentes exprimées. Une solution également pour mettre fin à certaines paralysies dues à des absences au poste. Il était donc important que l'administration se dote de mécanismes et de moyens visant à assurer la continuité du service public de la justice. L'objectif n'est pas de contrarier le droit de grève. Mais vous savez, le principe de la continuité du service public a la même valeur que le principe du droit de grève. Ils sont tous deux une valeur constitutionnelle. C'est l'Institut national de formation judiciaire basé à Yamoussoukro qui a accueilli cette formation dispensée par des experts dans le domaine. Et sur un tout autre plan, la mutuelle sociale du corps préfectoral vient de tenir son assemblée générale. Elle affiche un bilan satisfaisant à l'issue des travaux menés par son bureau exécutif. Plusieurs projets pour l'amélioration des conditions de vie de ses membres ont été annoncés. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Le bureau exécutif de la MUS-COPSI, mué en 2021 en conseil d'administration, vient de faire la restitution de ses activités de l'année écoulée. Les ressources de la mutuelle reposent essentiellement sur les cotisations de ses membres. Notre ambition, notre projet de société, c'est de faire en sorte que ces ressources ne représentent plus la partie significative du budget. Le bilan moral et financier est jugé satisfaisant. Les ressources financières de la MUS-COPSI s'élèvent à plus de 640 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2021. 59 délégués présents sur 60 prévus se sont prononcés sur 5 points principaux à cette assemblée générale. Entre autres sujets, installation des nouveaux délégués, présentation, examen et adoption du plan d'action et budget 2022. Ce budget s'équilibre en ressources et en dépenses à la somme de plus de 2 milliards 900 millions de francs CFA. La présente séance a été marquée par l'amendement de l'article 55 du règlement intérieur de la mutuelle. Désormais, les cotisations des membres participants sont obligatoires, précomptées à la source et reversées sur le compte de la mutuelle sociale du corps préfectoral. Aujourd'hui, nous avons des ambitions pour cet exercice-là, de faire déjà la fondation de notre siège à Yamoussoukro. Nous avons également l'ambition de créer un complexe hôtelier de grande envergure à Jacquesville. Innocent Kofi, directeur des ressources humaines, représentant le directeur général de l'administration des territoires, DGAT, président de la cérémonie, a félicité l'ensemble des délégués pour la qualité de leur contribution. Il a encouragé les organes de la gestion de la MUS-COPSI à poursuivre leurs actions pour le bien-être des membres du corps préfectoral. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 20 mars.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 1655 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 9 guéris et 0 décès. À la date du 20 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 663 cas confirmés, dont 80 814 personnes guéries, 796 décès et 44 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 456 928. Le 19 mars, 5 777 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 594 085 doses du 1er mars 2021 au 19 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. La presse ivoirienne dans son ensemble devra totalement s'impliquer pour la réussite de la COP15, la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse se tiendra en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai prochain. Une formation a donc été initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, une formation suivie par Grace Kondo. Abidjan, sous les feux des projecteurs du 9 au 20 mai prochain. 5000 participants en provenance de 197 pays attendus, une trentaine de chefs d'État annoncés pour la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour la réussite de l'événement, l'implication de la presse est souhaitée. Nous allons faire en sorte que les éléments de langage soient portés jusqu'aux confins de la Côte d'Ivoire, parce que notre rôle aussi, c'est de sensibiliser, c'est de diffuser, c'est d'éduquer, c'est de former et participer à l'érection d'une conscience nationale sur des questions fondamentales comme le sujet sur la désertification. Les journalistes, alors formés par le ministère de l'Environnement sur la meilleure approche des questions liées à la désertification. À ce rendez-vous de la COP15 à Abidjan, les hommes de presse seront amenés à mieux appréhender la thématique principale « Terre, vie, patrimoine » d'un monde précaire vers un avenir prospère. Pendant 60 ans, 70 ans, nous avons mis en place des pratiques agricoles non durables qui ont fait beaucoup de mal au sol ivoirien et ont contribué à une très forte réduction de la fertilité. C'est pour ça qu'on observe pour certaines spéculations comme le café ou le cacao, on a des rapports de 1 à 20 des rendements à l'hectare. La COP15 vient porter certaines réponses aux préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Le district d'Abidjan entend jouer sa partition pour la réussite de ce rendez-vous mondial sur la désertification. Au cours de la COP15, le président de la République, Alassane Ouattara, présentera à ses pairs l'initiative d'Abidjan. L'initiative d'Abidjan, appelée Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15, aura pour objectif de mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds lors de la COP15 pour restaurer les terres dégradées et augmenter durablement la production agricole en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030-2050. La Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, va assurer de façon consécutive la présidence de la COP15 pendant 2 ans. Et sur un tout autre plan, le secrétaire exécutif de l'OQSFC, entendez par là l'Observatoire de la qualité des services financiers, était ce dimanche l'invité du magazine de RTI 1 avec Hamza Diaby Moussa Mamadou a évoqué les droits du consommateur et le rôle de l'Observatoire. Voici un extrait de son passage. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé OQSFCI, a été créé le 21 décembre 2016. C'est une entité qui est rattachée au ministère de l'économie et des finances. Et son avènement fait écho à une série de normes internationales et de meilleures pratiques en matière de réglementation financière, mais également en matière de protection du consommateur. Alors c'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale. Il a plusieurs missions, dont 3 sont essentielles. La première, donc, c'est de contribuer à l'amélioration de l'offre de services financiers de détail. La seconde, c'est celle-là sur laquelle l'Observatoire est attendu la plus emblématique,
c'est la protection du consommateur de services financiers. Et enfin, la troisième mission, c'est de contribuer à la vulgarisation de la culture financière, ce qu'on appelle communément l'éducation financière. La première priorité, c'est celle-là qui consiste donc à amplifier la communication, à l'effet donc de rendre l'Observatoire davantage visible et audible. Seconde priorité, c'est de renforcer l'efficacité de notre dispositif de protection des consommateurs, la médiation financière. Par exemple, en réduisant le délai moyen de traitement de plaintes. Troisième objectif. Troisième et quatrième, rapidement. Troisième objectif, c'est celui de la mobilisation des financements additionnels, en plus de la contribution somme toute essentielle du gouvernement ivoirien. Et enfin, l'autre qui est très importante, elle porte sur notre capacité à évaluer périodiquement la mise en œuvre par les acteurs de l'offre, de politique, mais également de méthodes, de procédures qui confèrent donc à leur offre de services des standards de qualité escomptés. Korogo a célébré la journée internationale des droits de la femme. Les femmes du Poro ont saisi l'occasion pour rendre un hommage au président Ouattara, un hommage pour ses actions en faveur de l'égalité des sexes. Parrain de cette cérémonie, le ministre de la Communication, Siekwasi Didier Nguessan. La journée internationale des droits de la femme célébrée à Korogo. Au cœur de cette célébration, le thème national, égalité entre hommes et femmes pour un avenir durable. Devant les hommes, les femmes ont fait montre de savoir-faire et de savoir-être. Elles ont défilé à travers les artères de la cité du Poro et se sont relayées au pupitre pour revendiquer leurs droits. Une journée chargée de leçons, de cohésion et de brassage entre communautés d'ici et d'ailleurs. Les femmes dans leur ensemble ont saisi l'occasion pour rendre hommage au président de la République pour les avancées notables enregistrées sur le chemin de l'émancipation de la femme et fait des plaidoyers. Le gouvernement de Côte d'Ivoire appuie énormément les femmes dans tous les secteurs d'activité. Et non seulement dans la production, mais dans la formation aussi, en collaboration avec l'université et celles qui sont productrices de produits alimentaires, elles ont un accompagnement pour innover ce qu'elles font. Au nom du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, parrain de cette fête, les mamans du Poro ont été sensibilisées à l'union fraternelle pour la défense de leurs intérêts. Votre frère vous encourage. Il me charge de vous dire qu'il est et il sera toujours à vos côtés. Il vous accompagnera toujours dans vos différentes missions. Parce que pour lui, la femme est au cœur du développement. Pour lui, la femme est au cœur de toute action qui fait avancer la région, qui fait avancer le département. Pour lui, il faut que tout le monde se mette autour de vous pour vous accompagner dans vos missions. Cette année, une minute de prière a été observée en mémoire du parrain traditionnel des femmes du Nord, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. À Guibérois, il s'est tenu la tribune du pardon, un rendez-vous au cours duquel les jeunes à Caen des zones forestières tenaient à présenter leurs excuses au président de la République. Une cérémonie placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale suivie par Éric Goré. C'est dans la commune de Guibérois, en présence de Amédée Kouakou et de Miss Belmonte Dogo, que les jeunes à Caen de la zone forestière font ce mea culpa. Nous, les jeunes, qui n'avons pas voulu que les élections se passent, nous avons fait tomber des bois. On a compris que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. On s'est engagé, on a sensibilisé, on a décidé que tout cela soit vraiment une fin totale. On ne veut plus revoir ça en Côte d'Ivoire. Pendant la désobéissance civile, certains d'entre eux s'étaient rendus coupables d'actes anti-républicains. Aujourd'hui, c'est le regret. Nous regrettons parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est victime de tout ce qui s'est passé. Un regret exprimé publiquement lors de cette cérémonie de réconciliation à Guibérois. C'est leur président Léon Kwadio Konan qui s'est exprimé en leur nom. On veut développer même le centre des alliances interethniques pour que la paix soit véritablement en Côte d'Ivoire. Cette démarche est encouragée par les autorités. Vous voulez financement, les jeunes, vous avez l'argent sans plan jeune. Les femmes, elles savent, elles ont COPEC avec FAFSI. En termes d'entrepreneuriat, vous avez tous les outils pour être autonome. Quand il prend la parole, Amédée Kouakou sensibilise ces jeunes et les invite à être des modèles.
Ils n'avaient pas bien compris le message qui était passé en 2020. Donc ils demandent pardon au président Alassane Ouattara. Et donc ils vont continuer à travailler à ses côtés parce qu'ils voient sa vision qui a d'apporter le développement aux Ivoiriens. Et il est sur la dynamique de ce que le président Houphouët-Boigny a enclenché et ils sont prêts donc à l'accompagner. Je pense que c'est un beau message. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Notre pays a besoin de cohésion. Nous devons faire comprendre à l'ensemble des Ivoiriens que nous avons l'obligation d'être ensemble. Et quand vous commettez une faute et que vous faites un mea culpa, en tout cas au niveau de la zone forestière, les jeunes ont compris, nous sommes à leur côté, nous allons continuer à travailler pour que la vision du président Alassane Ouattara puisse être assurée. Avant cette rencontre, Amédée Kouakou s'était entretenu avec les chefs de Guibérois. Au cœur des échanges, la cohésion sociale. On parle maintenant de politique avec les transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire qui se mobilisent pour le président Alassane Ouattara. Ils disent être séduits par ses actions de développement. Réunis au sein de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers, ils ont célébré le chef de l'État, Sidonie Davila. Ils ont garé leurs différents véhicules, le temps de réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République, Alassane Ouattara. Ces acteurs du transport, premiers bénéficiaires des actions de développement en matière d'infrastructures routières, sont mobilisés pour exprimer toute leur reconnaissance au chef de l'État. Si vous êtes transporteur et que vous arrivez dans la ville de Daloa aujourd'hui, les deux voies sur 20 km avant de rentrer dans la ville de Daloa, avant de rentrer dans la ville de Gagnoa, d'Ivo, à Niakaramadougou, à Katiola, allez-y voir pour savoir que ce pays, il est gouverné. Mais si des gens profitent de ça, c'est bien le transporteur et son chauffeur. À un moment donné, ces opérateurs doivent pouvoir exprimer leur reconnaissance à celui qui fait ce travail-là pour eux. Alassane Ouattara est une personnalité pour nous transporteurs multidimensionnels. Nous sommes là pour dire à Ouattara, merci. Une totale adhésion au RHDP confirmée devant Zana Kone et Sami Meri, tous deux membres du secrétariat exécutif du RHDP. Ça fait 23 ans que je suis transporteur. Sans transporteur, il n'y a pas d'économie. On se forcera d'être votre avocat auprès du gouvernement, auprès du ministre, de notre tutelle, pour améliorer les conditions du transporteur. Quand je vois écrit « Merci Ado », ça me touche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours quand on fait, quand on travaille pour quelqu'un, quand on donne sa vie pour quelqu'un, qu'après, cette personne vous regarde, il y en a qui ne vous regardent même pas. Représentant le ministre des Transports, Mamadou Kone, Mohamed Kouyaté, a aussi encouragé cette alliance des transporteurs. Le ministre Amadou Kone m'écharpe de vous dire que vous avez pris la bonne résolution. Vous êtes à la bonne école, vous êtes derrière la bonne personne. Vous avez bien fait aujourd'hui de magnifier les actions de développement du président de la République, parce que ces actions parlent pour lui-même. Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Pour les échéances à venir, selon leur porte-parole Diaby Brahima, le RHDP peut compter sur les acteurs du transport. Et à plus de 6000 km d'Abidjan, l'émission humoristique Bonjour 2022 Paris, produite et diffusée par la RTI, s'est déroulée samedi à la Maison de la Mutualité. Plus de 2000 personnes issues en grande majorité de la communauté africaine étaient ainsi réunies pour un spectacle à guichet fermé. Et sur scène, des humoristes et non des moindres comme Michel Gou, Digbe Cravate, le magnifique Ramatoulaye Agalawal, Papitou, Willy Dombo et bien d'autres ont offert un spectacle à la dimension de leur notoriété. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Marcel Amontano a été reçu par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le nouveau patron du Conseil de l'Entente est allé encourager les nouvelles autorités burkinabées dans la mise en œuvre d'actions visant le retour de la paix et de la cohésion sociale. Logoriti à Boussanogo. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano, rencontre le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Objet de la visite, soutenir le Burkina Faso suite aux pertes en vies humaines liées aux attaques terroristes que connaît le pays des hommes intègres depuis quelques années. Marcel Amontano a souligné que c'est un devoir pour l'organisation sous-régionale d'être solidaire au président et au peuple burkinabé.
Pour lui, les difficultés que vit le Burkina Faso affectent également l'organisation. La délégation a saisi l'occasion de cet entretien avec le dirigeant du Faso pour encourager les nouvelles autorités dans la mise en œuvre d'actions visant le retour de la paix, la résolution de la crise humanitaire et la promotion de la cohésion sociale. Et on y va maintenant pour le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours, une sélection signée Abou Sanogo. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ne pourra pas plaider sa cause devant la Cour suprême britannique qui a refusé de se prononcer sur ce dossier. Accusé d'espionnage aux États-Unis, dont son extradition a été ordonnée en appel. Il aurait publié en 2010 des documents secrets, un refus que le juge justifie par le fait que sa demande ne soulevait pas de questions juridiques particulières. À l'unanimité, le Sénat a voté pour abandonner définitivement l'heure d'hiver et rendre celle d'été permanente. Pour entrer en vigueur, ce projet de loi doit maintenant être validé par la Chambre puis promulgué par Joe Biden. Le président n'a pas encore fait connaître sa position sur la question. L'Est du Japon a été secoué par un violent séisme ressenti jusqu'à Tokyo. Au moins 4 personnes ont péri dans les départements de Fukushima et de Miyagi, dans le nord du pays, selon l'agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, et plus de 90 autres ont été blessés. La junte malienne a ordonné la suspension de la diffusion de France 24 et RFI au Mali. La raison, la junte estime que les 2 médias français apportent de fausses allégations d'exactions commises par l'armée. France Média Monde déplore la procédure et proteste vivement contre ces accusations. Une collision entre un car et un camion a fait 23 morts et 37 blessés vendredi dans l'est de la Tanzanie. C'est un des accidents routiers les plus meurtriers des dernières années dans le pays. Selon un bilan communiqué, la présidente de la Tanzanie a appelé les automobilistes à la prudence. Lors de la cérémonie des 60 ans des accords d'Évian en 1962, samedi, Emmanuel Macron a réitéré sa volonté d'apaisement autour de la guerre d'Algérie, tout en rappelant ses gestes mémorials durant son mandat. Il a affirmé sa certitude que les gestes mémorials allaient être poursuivis dans les prochaines années. Un échange de communiqués entre Rabat et Madrid la veille avait avalisé le réchauffement en cours entre les deux capitales et le changement radical du ton à Madrid sur la question du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie espagnole a déclaré que le plan d'autonomie du Maroc est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ces différends, pour le moins historiques. Aux yeux de Madrid, ce positionnement marque une nouvelle étape dans les relations avec Rabat. En soutenant ouvertement le plan d'autonomie des autorités marocaines sur le Sahara occidental, l'Espagne cherche à sortir d'une crise qui commençait à l'affecter sérieusement. C'est la fin de cette édition et il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée. Dès demain, 6h30, c'est Régis Kofi qui prend le relais avec des infos fraîches. Bonsoir.